Bonjour, je m'appelle Benjamin Planquette, je suis chef de clinique en fin de droit dans un service de pneumologie parisien. Je fais de la pneumologie plutôt orientée réanimation, mais de la pneumologie générale aussi, j'ai une consultation. Je suis conférencier depuis longtemps à la conférence Khalifa, conférencier depuis aussi l'ouverture à la conférence Raphaël, avec grand plaisir. Je vous propose de faire 4 conférences de pneumologie avec moi cette année. 2 messages très importants. Le premier, c'est que le Collège des enseignants de pneumologie, qu'on peut trouver sur cep.org, et le référentiel de préparation au concours. C'était un organe, une association extrêmement active qui vient de revoir l'ensemble de ces cours. Et l'ensemble de ces cours ont été revus pour la deuxième version, la deuxième publication du KB de pneumologie, qui est bien évidemment la référence que je vous conseille pour préparer le concours et apprendre la pneumologie dans un premier temps. Alors, nous abordons cette première conférence. Donc, première conférence de pneumologie, dossier numéro 1. On va parler d'un homme de 32 ans, vraisemblablement étranger, qui est retrouvé par les pompiers et qui l'amène aux urgences pour un problème respiratoire, a priori une détresse respiratoire. Ce patient était face au Panthéon, étouffant, quand ils l'ont pris en charge avec a priori un flacon, excusez-moi, de Ventoline dans la main droite. Quand il arrive, l'examen clinique rapide, lorsque vous le prenez en charge, montre qu'il a une fréquence respiratoire à 40 par minute, qu'il a un tirage diffus. La saturation en oxygène est à 91% sous 12 litres délivrés au masque à haute concentration. Le pouls est à 141, la tension à 160/81. L'auscultation pulmonaire, quand on pose le stéto, est quasiment inaudible. Donc, nous abordons la question 1. Quel est votre diagnostic ? Bon, la réponse est assez facile, c'est un asthme aigu grave, donc j'ai coté 5 points pour asthme aigu grave. Donc la définition d'asthme aigu grave va répondre à plusieurs critères, on le reverra un peu plus tard. Il faut bien que vous ayez en tête le plan de réponse. Il y a donc des critères respiratoires, essentiellement des critères de détresse respiratoire, la fréquence supérieure à 30, ici je vous rappelle qu'il avait 40. Il y a des critères hémodynamiques. Dans l'asthme aigu grave, il y a une vraie tachycardie et souvent des signes d'insuffisance cardiaque droite que ce patient a, puisque de mémoire il a une 120 ou 140 de pouls. Des critères neurologiques qui vont un petit peu de la simple agitation jusqu'aux troubles de conscience. Et à ce moment-là, quand on est sur les troubles de conscience, on est déjà sur des signes de gravité extrême qui sont des signes qui témoignent d'un épuisement mécanique respiratoire, d'une incapacité du patient de lutter contre l'élévation brutale des résistances et qui vont générer une élévation de capnie. Donc on va avoir la sueur, le trouble de conscience, la bradypnée, qui sont des signes de gravité immédiate et absolue dans cette maladie et qui font discuter une intubation qui n'est quand même pas l'objectif de l'enseignement d'asthme aigu grave pour le CN. Donc premier objectif, bien reconnaître et bien savoir faire le diagnostic clinique d'asthme aigu grave. Quelle doit être votre première mesure thérapeutique? Donc là encore c'est très important, l'asthme aigu grave, c'est un dossier que vous devez maîtriser dans sa présentation clinique et dans la façon dont vous allez le gérer en termes de médecin, et votre réponse doit vraiment faire comprendre que c'est un cas clinique très pragmatique pour vous et que vous avez un plan d'action, d'accord? Et donc si on vous demande quelle est votre première mesure, il faut que vous ayez une idée de ce qu'il y a de plus important à faire pour ce patient. Il arrive, il a déjà de l'oxygène dans l'énoncé, donc il faut toujours avoir en tête ce qui se passe. Et donc la première mesure thérapeutique que vous devez mettre en route, c'est dénébulisation, et ça compte 2 points, 2 bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, et ça compte 4 points. Il ne faut pas qu'il y ait de confuse pour le correcteur entre bêta-2 mimétique versus atropinique dans votre correction sur un asthme aigu grave. Ça ne prendra pas de points. Il faut mettre le paquet là-dessus. Il ne faut pas que le correcteur ait un doute sur qu'est-ce qui est important ou pas. Donc, c'est nébulisé sous oxygène, donc je ne l'ai pas coté. Je pense que c'est moins important que dans la BPCO de dire que c'est nébulisé en air ambiant, mais là c'est nébulisé sous oxygène. La posologie est à connaître, il n'y a pas à ouvrir un Vidal pour dire voilà, il faut faire 5 mg de terbutaline ou tant de milligrammes de salbutamol. Effectivement, en pratique, on parle d'aérosol, mais au concours, il faut que le correcteur soit capable, puisse se rendre compte que vous êtes capable de prescrire le médicament sans avoir à ouvrir le Vidal, comme l'adrénaline dans l'arrêt cardiaque. Et puis, bon, alors là, c'est clair et net, éviter les recettes toutes faites. Un asthme aigu grave, c'est une pathologie grave, c'est une pathologie qui nécessite
des aérosols en continu les uns derrière les autres jusqu'à temps que le patient s'améliore. Il n'y a pas de recette, on s'en fout éperdument. D'accord? Et donc jusqu'à amélioration, ça veut dire qu'il faut à un moment réévaluer le patient et c'est quelque chose que vous devez avoir en tête et qui doit aussi clairement transsuder de votre copie, ce qui n'était pas l'objectif de mon corrigé ici. Je vous ai mis que la deuxième mesure importante était la pose d'une voie veineuse d'abord. Il n'y a guère que dans les dossiers de réanimation ou de gestion de dossiers de patients difficiles dans le cadre de ce qu'on appelle le déchocage aux urgences où la pose d'une voie d'abord coûtera des points. Ici, ça pourrait être intéressant. La question d'après... Question 3, quels sont les signes de gravité ici vous permettant de proposer ce diagnostic? Vous voyez bien que, et j'ai fait exprès de les mettre dans cet ordre-là, qu'une fois qu'on a vu que c'était un asthme grave, la préoccupation c'est de traiter, c'est pas d'hospitaliser en réanimation, c'est pas de poser une voie veineuse, c'est de débuter le traitement. Et si le patient arrive en air ambiant, c'est 1 d'oxygène, 2 dénébulisation. Donc on en revient à ces critères de définition. Donc là, la question est beaucoup plus scolaire. Je vais vous la lire sans trop vous la commenter. Donc il y a des critères respiratoires, hémodynamiques et neurologiques. Je vous ai pas reparlé des critères de surgravité. Donc la fréquence supérieure à 30, je vous l'ai signalé tout à l'heure. Le pic flow inférieur à 150 ou à 50% de sa valeur théorique. Un pic flow irréalisable, c'est un critère d'asthme aigu grave. Le tirage, donc c'est la mise en jeu des muscles accessoires respiratoires. La présence de sibilants diffus. Dans notre observation, le fait qu'il y a un silence auscultatoire, ça traduit tout simplement une incapacité mécanique à ventiler. Et c'est un signe de surgravité. Les critères hémodynamiques, on a vu, CPA, c'est cœur pulmonaire aigu, c'est donc des signes d'insuffisance cardiaque droite, turgescence jugulaire, reflux hépatojugulaire. Et puis les signes neurologiques qui, au-delà de l'agitation et de la sueur qui sont assez standards, quand apparaissent les signes d'encéphalopathie plaque apnique, somnolence, endormissement, à ce moment-là, c'est un signe de surgravité. Donc la question 4. Quels sont les facteurs de risque connus de cette complication? On aura d'autres dossiers d'asthme ensemble. J'essaierai de vous faire une synthèse pour que vous compreniez que l'asthme, finalement, ce n'est pas une question compliquée, surtout une question où il faut savoir maîtriser quelques interrogatoires pour savoir faire le diagnostic, savoir évaluer la gravité de la maladie. Parmi les grands interrogatoires qui tombent tout le temps, qui sont dans tous les polis, dans tous les référentiels, il y a celui qui est les facteurs de risque d'asthme aigu grave. D'accord? Donc, c'est un terrain assez particulier, c'est souvent des gens jeunes, faut être honnête, je ne vous l'ai pas mis mais parce que c'est pas dans les corriges officiels, mais c'est souvent des gens jeunes, mais pas toujours, qui en ont déjà fait, qui a fait en refera. Moi j'avoue que j'étais terrorisé quand j'étais étudiant externe dans un staff à l'AENEC d'apprendre qu'un asthmatique qui avait fait un asthme aigu grave avait une chance sur 5 de mourir dans les 10 années. Donc, qui a fait refera, et mon expérience clinique ça le confirme. La non-compliance en traitement, c'est quelque chose de majeur. C'est des patients qui sont inobservants sur le plan du traitement de fond, inéducables souvent parce qu'ils ont un terrain psychiatrique, un terrain socio-économique difficile qui fait qu'ils sont au chômage, qu'ils n'achètent pas les médicaments, qu'ils sont inéducables parce qu'anxio-dépressif ou psychotique. Et puis, évidemment, souvent associé à ce terrain-là, les addictions, le tabagisme, on verra ça plus tard dans la conf, c'est une catastrophe avec l'asthme, ça majore la gravité de l'asthme, donc évidemment en aigu mais aussi au long cours. Vous savez que le VEMS diminue dans le temps chez tout le monde, voilà, la courbe est un peu pathologique, on va dire que chez tout le monde c'est comme ça, chez les gens qui fument c'est comme ça, chez les gens qui fument et qui sont asthmatiques, la décroissance est beaucoup plus rapide. C'est une toxicité cumulée sur la muqueuse bronchique. Et donc, dernier élément, l'hospitalisation récente est aussi un facteur de risque d'asthme aigu grave. Elle traduit une déstabilisation et un non-contrôle de la maladie qui, si on n'a pas compris pourquoi, peut se pérenniser et amener à une situation d'asthme aigu grave. Donc voilà le commentaire sur les facteurs d'asthme aigu grave. Si on résume, c'est des jeunes un peu en situation précaire sur le plan social, affectif, éthylo-tabagique, voire fumant du hashish, qui en ont déjà fait. Alors, la question 5, si j'arrive à la passer, je vais y arriver, vous allez voir, voilà. Rédigez vos prescriptions pour les 2 premières heures. Donc vous voyez bien, et certes c'est ma conf et j'ai des idées, c'est vraiment la problématique, c'est pas d'hospitaliser tout de suite le patient en réanimation. Le but dans votre réponse, c'est de dire j'ai vu que c'était grave, je sais mettre en route un traitement, je réévalue et ce patient ira en réanimation. Voilà les idées phares qui doivent sortir. Et donc, c'est un petit peu l'idée qu'il y a dans l'énoncé. Donc, les premières heures. Donc, il avait 91 de SAT, je vous rappelle, sous 12 litres à l'arrivée. Donc, il faut monter l'oxygène. Donc, c'est pour ça que j'ai mis un débit.
Dans des dossiers de réanimation, quand un patient étouffe et qu'on monte l'oxygène, il faut bien préciser que ce n'est pas avec des lunettes, parce que c'est quand même vous le médecin, parfois il y a des infirmières qui ne savent pas, et c'est à vous de dire non, là, 12 litres aux lunettes, c'est pas possible, c'est 12 litres avec un masque à haute concentration. Un masque à haute concentration, je rappelle que c'est un masque avec une réserve qui se gonfle, dans lequel le patient respire quasiment une FiO2 proche de 100%, hein, de l'oxygène pur, pas tout à fait, mais proche. Évidemment, on a nos 3 bricanyles de suite qu'on a commencé tout à l'heure, et puis après on en met 4 à 6 par 24 heures. Très bien. La voie veineuse, il faut toujours un garde-veine au bout, on est d'accord. Et puis là, je vous ai mis la prednisone. Et donc effectivement, hein, dans l'asthme aigu grave, il y a une indication à la corticothérapie systémique. Hein. C'est très important de bien préciser que ce n'est pas un corticoïde inhalé, et hein, c'est par opposition au corticoïde inhalé. Je vous marque ICS, c'est de l'anglais, mais vous comprenez tous que c'est inhaled corticostéroïde. Et donc dans l'asthme aigu grave, il n'y a pas de place pour les stéroïdes inhalés. C'est une indication à la corticothérapie systémique. Un peu de potassium parce que ces 2 médicaments-là, minces, sont hypokaliémiants. Tant mieux, j'ai fait un peu le ménage. Celui-ci et celui-ci sont hypokaliémiants et justifient pleinement de mettre en route du Diffuca. Évidemment, c'est de la réanimation. C'est ce que je veux dire quand on dit que le patient est scopé. On ne scope pas les patients aux urgences et on surveille les pics flow après les aérosols. Et évidemment, éventuellement, biologiquement, notre kaliémie, on y reviendra, je crois, un peu plus tard dans ce dossier. J'ai donc, si on synthétise, le traitement de l'asthme aigu grave, on est bien d'accord, O2, bêta-2 nébulisé, corticostéroïdes systémiques, traitement du facteur favorisant. Ici, on n'en a aucune idée, donc c'est difficile de le traiter. Ce n'est pas l'objet de cette conférence. Vous voyez que je n'ai pas parlé des atropiniques. C'est volontaire. Donc ici, vous avez le droit, mais c'est après, quand vous avez pris le maximum des points, de parler des atropiniques, de l'Atrovent. Vous avez le droit de dire que vous mettez aussi du magnésium dans les veines du patient. C'est des petites thérapeutiques qui permettent effectivement, quand on regarde l'augmentation du VMS sous bêta-2, de gagner un petit peu, hein, et d'avoir un VMS qui augmente un petit peu plus. Mais vous voyez bien que la part incriminable aux 2 traitements dont on parle, magnésium et atropinique, est quand même bien moins important que celle des bêta-2. Donc si on le traduit en points, c'est 80%, voire 90% des points pour les bêta-2. Et ça ne sera que 10%. Et donc, il faut bien peser le poids des mots dans le choix de votre réponse. La question 6. Il se plaint de crampes dans les jambes. Que suspectez-vous? Décrivez les anomalies de l'ECG que vous rechercheriez. Bon, c'est certain que la question m'est très personnelle, mais j'ai déjà vu des hypokaliémies chez des patients en asthme aigu grave. C'est un danger. On peut imaginer qu'un réanimateur ou un médecin ait eu une mauvaise expérience et qu'il vous fasse une torsade de pointe ou un truc comme ça. Et donc oui, ce qu'on attendait, c'était une hypokaliémie qui est responsable des crampes musculaires du patient. Hein. C'est favorisé, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les stéroïdes et les bêta-2 mimétiques. Et évidemment, je vous rappelle qu'à l'ECG, les grands signes de l'hypokaliémie, hein, c'est le fameux taplodie U grande sous cette tornade, avec des ondes T plates, des grandes ondes U, et au maximum une torsade de pointe. Donc un des intérêts à mettre du magnésium aussi dans l'asthme aigu grave 3 grammes en cothérapie, c'est que le magnésium, ça favorise, ça augmente la recharge potassique. Ça favorise la rentrée de potassium dans les cellules. Donc quand vous mettez du magnésium, vous rentabilisez votre recharge potassique dans l'asthme aigu grave, mais c'est valable pour n'importe quelle hypokaliémie. C'est lié à des pompes magnésium dépendantes. La question 7, quel point fondamental de la prise en charge au long cours faudra-t-il reprendre chez ce patient? Donc là, c'est une question qui essaye de vous faire dire finalement que l'éducation est un point clé. Alors, c'est logique, hein, c'est vu avec beaucoup de regard et j'espère de recul et d'expérience. Finalement, on a dit il y a des facteurs de risque d'asthme aigu grave et on a dit c'est des patients jeunes, désocialisés, alcoolo-tabagiques, dans la précarité financière, qui ne peuvent pas se payer les traitements, qui ne comprennent pas, qui sont inéducables. Et on voit bien que ce n'est pas souvent la prise du traitement qui est défaillante chez ces patients-là, ce n'est pas des maladies qui sont particulièrement difficiles à contrôler, mais c'est des gens qui ne veulent pas entendre, qui ne peuvent pas entendre, et à ce moment-là, c'est sur l'éducation qu'il faudra remettre le paquet, plus que sur la prescription du traitement de fond. Parce que sans éducation, votre traitement de fond, il ne sera pas pris, d'accord? Et donc, c'est un point très, très important de la prise en charge de l'asthme. Là, je vous le traite dans asthme aigu grave, mais dans le traitement
générale de l'asthme. On ne peut pas aller au concours sans avoir préparé un truc sur l'éducation. Vous devez maîtriser ça. Vous ne devez pas vous dire c'est pas important. Hein. L'éducation dans un dossier d'asthme, à mon sens, c'est au moins 15 points si c'est évoqué. Et je ne vois pas comment ça ne peut pas être évoqué. D'accord? Ils vont te laisser 15 points. Hein, c'est perdre sa ligne de TGV quand on veut partir au soleil. Donc, les objectifs, c'est connaître les mécanismes de la maladie, connaître les signes de gravité d'une crise, reconnaître une crise, savoir si elle est grave, savoir évidemment utiliser un traitement inhalé, c'est-à-dire gérer sa crise, bien sûr. Ça veut aussi dire gérer son traitement de fond. Réaliser un pic flow, très important, par exemple pour connaître la gravité d'une crise. Exprimer son vécu de la maladie, définir un projet thérapeutique avec le médecin, c'est quelque chose de très très important, parce que ça investit le patient dedans. Évidemment, vous ne pouvez pas dire que vous l'éduquez sans dire qu'il arrête de fumer. Hein. Ça, vous voyez tabac quelque part, sauf pour les patients qui sont palliatifs, où ça n'a plus aucun sens, parce que de toute façon, ils ne fument plus. Il faut dire qu'il faut arrêter de fumer à un moment ou à un autre, sinon c'est laisser des points en route. Mettre en place un suivi ambulatoire, on sait quand le suivi est renforcé, ça fait partie du processus éducatif. Et donc, si vous le revoyez régulièrement, vous allez maintenir votre éducation, vous allez la renforcer et maintenir l'adhérence à votre traitement de fond. Et la dernière chose, quelque chose sur lequel ils ont pas mal insisté dans le cours du collège des enseignants de pneumologie, c'est le rendu papier. Hein. C'est le rendu papier. À mon sens, le rendu papier, c'est la rédaction d'une ordonnance de sortie d'un patient asthmatique après une telle crise, une telle hospitalisation ou une crise simple aux urgences. Et donc là, on voit très bien l'étudiant ou le médecin qui a compris les messages fondamentaux que doit avoir le patient. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de très consensuel. Hein. Sur l'éducation, si vous voulez, il y a une conférence de consensus HAS qui est un peu longue et laborieuse, qui a été un petit peu bien copié-collé dans le texte, qu'il faut savoir synthétiser. Et là, il faut vous faire confiance et trouver un bon équilibre entre apprendre trop de détails et pas de détails. Alors, la question d'après, un petit peu pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Donc ça, c'est ce qu'on vient de la GINA, ce qui vient de la GINA. Hein. La GINA, c'est une association nord-américaine qui globalement fait référence dans la prise en charge de l'asthme. Tout le monde suit les critères GINA. Et donc, ça vous donne un petit peu les grands points essentiels de la relation et du partnership entre le médecin et pour que les patients, pour qu'ils sachent un peu gérer lui-même son asthme. Donc, c'est de l'éducation qui doit bien préciser les buts, savoir se monitorer, c'était le peak flow dont je vous parlais tout à l'heure. Connaître les symptômes clés, donc reconnaître une crise, regular review of asthma control, treatment and skills, donc ça c'est vérifier si les patients inhalés sont traitement bien pris, ça veut dire qu'il faut les suivre régulièrement. Donc vous voyez, je n'ai rien inventé. Il n'y a rien de plus ici que ce qu'il y avait à la question d'avant, c'est à peu près les mêmes mots, ce qui compte c'est l'idée. Je crois qu'il faut arriver à dégager une quinzaine de mots-clés qui traduisent les grandes idées du processus éducatif, qui vont de pourquoi je le fais, comment je le fais et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, on passe à la question d'après, parce que là, vous avez déjà mal à la tête. Il fume encore, quels sont les effets délétères du tabac chez les asthmatiques? C'est une catastrophe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça favorise l'inflammation bronchique et le développement d'un TVO. Donc, je vous rappelle, c'est la courbe de Fletcher qu'on utilise dans la BPCO. Le poumon normal dans le temps, hein. Donc ici, c'est le temps, et là, c'est le VEMS. Là, vous avez quelqu'un qui fume. Quelqu'un qui arrête de fumer. Et là, vous avez un asthmatique qui fume. Et donc, je vous rappelle qu'on est malheureusement très longtemps asymptomatique. Et quand on commence à avoir des symptômes, la fonction respiratoire est déjà altérée et que ce n'est pas réversible. La perte n'est pas réversible. C'est quelque chose de très important à connaître. Donc ça augmente l'inflammation, c'est pour vous rappeler que l'asthme est une maladie inflammatoire bronchique, et donc ça génère un TVO qui ne sera plus réversible à terme. On rentrera dans le cadre de l'insuffisance respiratoire chronique obstructive. Ça favorise évidemment les surinfections. Il y a des sécrétions, il y a de la colonisation bactérienne, de l'infection virale, et donc des épisodes aigus de déstabilisation de la maladie, crise grave. Et chose terrible, c'est que ça diminue l'activité des stéroïdes avec un S, excusez-moi pour la faute d'orthographe, quelle que soit la voie d'administration. C'est-à-dire que l'efficacité de votre traitement par corticoïde inhalé est diminuée par le tabagisme. Les mécanismes moléculaires de ça sont très bien connus. C'est valable pour les traitements systémiques. Comment envisagez-vous le sevrage chez ce patient? Donc, le sevrage tabagique, vous ne pouvez pas ne pas y aller.
sans connaître ça. Ça me paraît suicidaire. Hein. La BPCO post-tabagique, c'est la première cause d'insuffisance respiratoire chronique en France. C'est chez l'asthmatique une cause de non-contrôle de la maladie. Je ne vois pas comment, sans parler des maladies cardiovasculaires, comment vous ne pourriez pas avoir un dossier un peu transversal dans lequel on pourrait vous demander quelles sont les grandes étapes, quels sont les grands principes du sevrage. Donc, je vous rappelle que ça commence toujours par un petit jeu de questions qu'on appelle le conseil minimal, c'est-à-dire c'est l'amorce. Est-ce que vous avez déjà arrêté? Est-ce que vous avez envie d'arrêter? Si le patient est réticent, il ne faut pas le forcer et lui dire qu'on peut l'aider. S'il y a une accroche, il faut lui proposer une consultation anti-tabac, lui remettre des brochures. C'est ce qu'on appelle le conseil minimal. On sait que quand on fait le conseil minimal, on a plus d'arrêts que quand on n'en fait pas, donc il faut le faire. Et quand le patient rentre dans un processus, le premier temps, c'est d'évaluer le niveau de dépendance. Donc le test de Fargenström, tout le monde connaît. Il faut bien évidemment au moins connaître le nom, si possible connaître les 6 questions qui le composent, sans connaître le pointing. En consultation de tabacologie, il y a toujours une mesure de CO expiré qui permet quand même d'être un petit peu plus objectif par rapport à la consommation tabagique et par rapport au niveau de dépendance. Tout ça est un peu corrélable que le Fargenström. Il faut rechercher d'autres co-intoxications qui vont rendre plus difficile le sevrage tabagique, mais qu'il faut prendre en compte. Mais là, on commence à rentrer dans la spécialité de toxicologie. Deuxième temps, c'est le sevrage proprement dit. Donc là, il y a un soutien psychologique. Il faut voir le patient régulièrement et éventuellement proposer un traitement substitutif qui est directement dépendant de l'échelle de Fargenström et qui peut reposer soit sur un traitement substitutif pur par de la nicotine. D'accord ? Donc là, il faut avoir un petit peu une idée surtout des galéniques, plus que des posologies déjà. Et puis éventuellement sur des psychotropes, donc vous connaissez tous le Champix, le bupropion, qui sont des antidépresseurs, chez qui on s'est rendu compte dans des milieux psychiatriques où les patients fument beaucoup, qu'il y avait une nette diminution de la consommation de tabagisme et c'est comme ça qu'ils ont viré, du moins c'est certain pour la varénicline, mais même pour le Ziban, pour le bupropion, vers des traitements du sevrage proprement dit. Troisième temps, c'est fondamental, il ne faut pas l'oublier, parce que ça fera quand même, à mon avis, 20% des points, voire 30% des points sur une question de sevrage tabagique, c'est la prévention de la rechute. C'est fondamental, parce qu'on sait très bien que un patient qui fume, c'est un cycle qui est toujours le même, qui est toujours vérifié, c'est je pense à arrêter, je me motive, j'arrête de façon, je rentre en phase 2 et puis je rechute. Voilà. Et donc ce cercle-là, ils le font plusieurs fois, puis il y a un jour, ils arrivent à se mettre sur orbite. Et donc on voit bien, c'est le conseil minimal, l'évaluation de la dépendance, le sevrage proprement dit, et toute la prévention de la rechute. Et il faut vraiment avoir ces idées simples, et avec ça, globalement, vous devriez vous en sortir et faire un dossier sans problème d'asthme, de sevrage tabagique. Donc on en revient, et on fait une petite synthèse sur asthme aigu grave. C'est un diagnostic clinique. Là, il n'y a aucun examen nécessaire. C'est vraiment un des points clés de la conférence et qu'il faut retenir. Le traitement est un traitement qui doit être pragmatique pour vous. C'est les décisions, vous devez faire comprendre quelles sont vos décisions thérapeutiques au jury. Un quartet, oxygène, on avait dit au masque à haute concentration, bêta-2 nébulisé, corticoïdes systémiques, les points systémiques compteront, traitement de la cause bien évidemment, c'est toujours le principe de la baignoire en médecine, on n'arrive pas à vider une baignoire si on ne ferme pas le robinet avant. Et puis bien sûr, je pense qu'une des questions subsidiaires, ça sera de reprendre le processus éducatif ou de, comme je vous l'ai mis, favoriser un sevrage tabagique. Bon, donc, cette conférence et ce dossier traitait donc de l'item 193, qui est un item de détresse respiratoire aiguë, de l'item 226, qui est l'item asthme, et puis je me rends compte que j'ai oublié de vous mettre bien évidemment l'item 45, qui est l'item toxicologie, dépendance, tabagisme.